Dimanche 15 janvier 2017, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Bienvenue donc à cette édition dominicale sur la télévision Labari. Et comme chaque dimanche, nous recevons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Moussa Adamou. Il est le président du comité d'organisation de la marche citoyenne. Monsieur Moussa, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Merci tout le temps. À tout à l'heure, Moussa. Donc, je le disais donc, l'un des engagements pris par le président du Nigeria, Mohamed Buhari, depuis son arrivée à la tête de ce pays, c'est le redressement de l'économie du pays le plus peuplé donc du continent noir. Pour ce faire, le pays a adopté une politique de la parité de la naira sur le dollar, une mesure qui a bien sûr ses avantages et ses donc conséquences, notamment ici au Niger, le pays qui partage donc la même frontière avec le Nigeria. Le reportage est signé Nasser Dantofo et Sadoumi. Imputable à plusieurs facteurs, baisse du baril du pétrole, inflation, insécurité au Sud, crise humanitaire au Nord, l'économie du Nigeria s'est effondrée en seulement 15 mois, au point de perdre sa première place en Afrique, donc son titre de géant de l'Afrique. Il fallait donc trouver une solution, prendre des mesures économiques, la seule alternative est donc de revoir la parité de la naira par rapport au dollar. On adosse cette parité au dollar parce que le dollar, c'est la monnaie est internationalement reconnu dans les transactions internationales. Donc, il faut tout simplement baisser cette valeur de la naira. Si, par exemple, avant l'arrivée de Buhari, pour avoir $1, il vous faut 100 naira. C'est un exemple que je donne. Maintenant, en baissant la valeur de la naira, donc en la dévaluant, maintenant, par exemple, on va dire que pour avoir $1, il vous faut débourser 120 ou 150 naira. Vous voyez bien que ça veut dire que la naira a perdu de la valeur. Alors, pourquoi certains économistes prônent ce genre de politique? C'est parce que on veut que vous soyez le réceptacle des commandes des pays extérieurs. C'est-à-dire que vous avez une économie qui produit, vous avez une économie qui est industrialisée, donc vous avez des industries, et que vous voulez que le monde extérieur vienne chez vous pour prendre vos produits. Naturellement, vous n'allez pas les rendre chers. Un des voisins le plus proche dans l'essentiel de son économie tourne autour des produits importés. Le Niger en paye le plus fort. Notre pays, vous voyez bien, il a la possibilité d'aller au Nigeria payer les produits faits au Nigeria à bas prix. Le danger pour le Niger, c'est que si le Niger possède des industries qui sont au Nigeria, par exemple, vous prenez par exemple, une industrie laitière, où on fait du yaourt, n'est-ce pas? Au Niger, nous avons des industries laitières. Au Nigeria, il y a des industries laitières. Et que si il faut aller au Nigeria pour payer du yaourt, venir au Niger, vendre ce yaourt à 100 francs, alors que le yaourt qui est fait au Niger se vend à 125 francs, vous voyez bien qu'à la longue, ça risque de perturber la production de nos industries parce qu'ils n'auront pas d'acheteurs de leurs produits. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ils peuvent être appelés à fermer. Tout simplement, les produits nigériens ne sont pas compétitifs, ne sont pas concurrentiels par rapport aux produits du Nigeria. Et c'est ça donc l'effet négatif pour le pays importateur. Et aujourd'hui, notre commerce a des difficultés compte tenu de la restriction que le Nigeria avait envisagée. Nous avons des difficultés. Peut-être pour pallier à ça, moi je pense qu'il faut faire la même chose, promouvoir la production nationale. Pour l'heure, les Nigériens profitent de ces produits en provenance du Nigeria à un prix très abordable. Après l'interdiction de la marche citoyenne prévue pour le 13 janvier dernier, que les organisateurs qualifient d'ailleurs de succès, ces derniers étaient face à la presse cet après-midi au siège de la CNT. Objectif à remercier d'abord la population et tous ceux qui ont fait le déplacement du palais de justice le vendredi dernier
mais aussi annoncé une nouvelle marche pacifique pour le 4 février prochain. Le résumé avec Michel Deji et Khalidou Bourema. Même si la marche du vendredi 13 janvier dernier n'a pas pu être organisée, ses organisateurs crient déjà à la victoire. Pour nous, cette marche a bel eu lieu. Et cette marche, pour nous, elle a réussi, n'en déplaise aux détracteurs. Elle a réussi en ce sens que il y a eu une forte mobilisation lorsque nous avons attaqué l'arrêté, le fameux arrêté du maire en justice. Beaucoup de camarades étaient au palais de justice, même si nous n'avons pas demandé aux citoyens et à nos camarades d'être au délibéré. Pour nous, cette marche, cette action a réussi parce que cette action a provoqué la réaction du gouvernement qui a voulu rester indifférent à nos préoccupations. La mobilisation des forces de sécurité l'atteste. Niamey ressemblait le 13 à une ville assiégée. Et elle a réussi parce que nous avons donné une leçon de démocratie au gouvernement. Parce que nous avons respecté la décision de justice. Parce que c'est pour la première fois dans l'histoire de manifestations qu'une décision de justice de ce genre est rendue pour dire que, effectivement, le maire peut proposer ou peut nous dire de choisir l'itinéraire et le jour des marches. D'accord. Et nous n'avons pas de ceux-là qui s'en foutent des décisions de justice, de ceux-là qui violent la Constitution, à plus forte raison, les décisions de justice. Nous sommes déterminés. Et la première action, c'est que la décision rendue par le juge, le 13, nous allons l'attaquer en appel. Deuxièmement, le fameux arrêté qui désormais interdit toute manifestation le jour ouvrable et dans les après-midi, nous allons l'attaquer. Nous allons l'attaquer devant le Conseil d'État. Les structures de la société civile organisatrices de ce point de presse qui affirment être plus que jamais déterminées à mener jusqu'au bout le combat esquissé. Aucune intimidation ne nous fera reculer. Donc c'est là un appel à tout le peuple pour se mobiliser et faire barrage et échec à tout ce qui est en train de torpiller notre démocratie, à tout ce qui est en train d'anéantir les efforts qui sont en train d'être faits. Nous projetons une autre marche le samedi 4 février 2017 et c'est pour leur prouver que quoi qu'il en soit, nous sommes capables de mobiliser et que cette mobilisation ne dépend que de la volonté des citoyens meurtris dans leur chair. Une marche suivie de meeting qui est prévue être organisée cette fois-ci dans la matinée à partir de 8h. Selon l'itinéraire habituel, place Toumo, place de la concertation. Je l'ai annoncé au début de ce journal, nous recevons sur ce plateau Moussa Adamou, il est le président du comité d'organisation de la marche citoyenne. Monsieur Moussa, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'accepter notre invitation. Et Moussa, vous avez prévu donc une sortie le 13 janvier dernier. Et le maire de la ville de Niamey, le maire central, a interdit donc cette sortie. Et très vite, vous avez engagé une procédure donc judiciaire. Et à l'heure actuelle, où est-ce que vous en êtes? Merci de nous offrir cette occasion. Parce que depuis cette marche-là, nous n'avons pas aussi communiqué. Merci aussi à vous et à travers vous, l'ensemble de la presse nigérienne qui est en train de nous accompagner dans cette lutte. Donc, comme vous le savez, le 13, notre marche du 13 a été interdite par un arrêté que nous avions attaqué. Et c'est justement pour rendre compte des activités qui ont été menées pendant tout le processus
et assurer nos camarades et les citoyens de notre détermination à poursuivre la lutte. Donc ce n'est pas parce que la marche a été interdite que tout va s'arrêter. Et nous avons plusieurs stratégies, pas seulement, il n'y a pas que les marches pour protester. La loi nous offre beaucoup de possibilités pour protester contre certaines pratiques que nous estimons perverses ou que nous estimons être attentatoires aux libertés et aux droits humains. Donc maintenant, pour revenir plus précisément là où nous nous situons, nous l'avons déjà dit dans le point de presse et dès les heures qui ont suivi les délibérés, nous avons dit que nous allons attaquer cette décision de justice en appel. Nous allons faire appel parce que nous estimons que aujourd'hui notre démocratie est en danger, qu'on peut manœuvrer pour restreindre les libertés fondamentales telles que les libertés d'expression et de manifestation. Ce sera, si ça se confirme, je pense que ça va être un précédent grave et dangereux. Parce que lorsque vous êtes en face des autorités qui abusent de leur pouvoir et que ce sont ces mêmes autorités qui vont vous imposer quand est-ce que vous allez manifester, quand est-ce que, quel est l'itinéraire que vous allez suivre, il y a problème. Il y a problème en ce sens qu'ils ne vont jamais vous proposer une date ou une heure qui est favorable à votre protestation, que votre action, de toutes les façons, tout ce qu'ils vont faire, c'est pour anéantir les actions que vous êtes en train de faire. Voilà les raisons. Mais pire, c'est que le maire vient de rendre encore un autre arrêté qui, comme nous l'avons dit dans le point de presse, interdit désormais les marches les jours ouvrables et dans les après-midi. On ne sait pas pourquoi. Parce que nous, à notre connaissance, la loi fondamentale et les autres actes n'ont jamais dit que voilà exactement quand est-ce que vous devez marcher et voilà comment est-ce que vous allez le faire. Non. Donc nous pensons que c'est une tentative de restriction aux libertés ou à la liberté de manifester. Et je pense que les gens n'ont qu'à mesurer la dangerosité de cet acte. Parce que même ceux qui croient qu'aujourd'hui ils sont au pouvoir, ils sont contents, c'est grave parce que c'est un acte qui est posé et qui demain va les frapper. Demain on leur opposera. Donc c'est tout le monde aujourd'hui qui doit se mobiliser pour faire échec à cet arrêté que nous comptons également attaquer devant le Conseil d'État. Monsieur Moussa, donc vous, pourquoi vous insistez sur le jour ouvrable, surtout dans la soirée, et pourquoi le choix de votre itinéraire? Très bonne question, parce que beaucoup de gens ont spéculé là-dessus, etc., etc. Nous sommes des travailleurs. Nous respectons le travail. Parce que ce que nous sommes que par le travail, c'est par le travail que nous allons construire. Alors nous choisissons pour les après-midi pour permettre à tout le monde d'aller chercher sa pitance quotidienne. Mais vous mobilisez quelqu'un le matin alors qu'il a des rendez-vous. Il y a des gens qui aujourd'hui la situation est telle que des gens s'élèvent, ils ne savent pas où gagner leur pitance quotidienne. Alors il faut leur donner l'occasion. Tout le monde aura évacué. Ceux qui vont dans l'administration auront évacué les tâches administratives. Ceux qui vont dans les transports, la même chose. Ceux qui vont dans les commerces auront fait leurs transactions et tout. Et maintenant revenir s'occuper de la marche. Mais ce n'est pas comme les autres pouvaient le penser, parce que le matin, ça veut dire qu'on peut bloquer quelqu'un à la marche, peut se terminer à midi, à 13h. Il aura beaucoup perdu de temps. Et pour celui qui a certains rendez-vous, il les aura tout simplement ratés. Et la marche les matins, si c'est les matins, regardez quand par exemple le président de la République sort, mais beaucoup de fonctionnaires vont au bureau en retard. Donc si c'est le matin, même ceux qui ne sont pas concernés par la marche, on leur empêchera d'arriver à leur service ou à leur lieu de travail à temps. Donc c'est en tenant compte de tous ces désagréments que nous avons proposé les après-midi. Maintenant, pour les 13, le maire nous a écrit pour nous le proposer. Non, c'est pour effectivement éviter à ce que les lettres ou les propositions du maire ou son arrêté par rapport à ça deviennent une jurisprudence. Si ça passait pour la première fois, c'est fini. Chaque fois que des gens manifestent contre leurs pratiques, ils diront toujours aux gens que non, on vous propose de reporter. C'est pour empêcher à ce que ça soit
une jurisprudence que nous avons dit non jusqu'à ce qu'on nous prouve que la loi est contre ce que nous avons proposé. Nous allons maintenir les dates et heures prévues comme d'habitude. Oui, donc le maire a interdit donc les manifestations les jours ouvrables. Et vous avez déjà annoncé une nouvelle sortie pour le 4 février prochain, pendant que vous avez un autre dossier, celui toujours du procès du 13 janvier dernier. Et comment ça va se passer? Non, ça c'est pendant devant la justice, ça va suivre son cours. Il n'y a aucun problème en cela, en tout cas à notre connaissance. Mais les samedis, c'est parce que la décision de justice, même si nous l'avons attaquée pour l'instant, on s'est plié à ça. Dès le verdict, nous avons demandé à nos camarades, vous les avez vus, qui se sont mobilisés. Nous leur avons dit non, nous on s'est plié aux décisions de justice, il faut rentrer. Et tout le monde est rentré, est rentré chez lui sans bruit. Oui, donc on a vu M. Moussa le 13, le vendredi dernier, donc une grande mobilisation devant le palais de la justice, et d'ailleurs que vous qualifiez de victoire. Pourquoi vous avez donc qualifié cette sortie du 13 à la devanture du palais de la justice? Parce que dès au départ, certains détracteurs ont voulu faire comprendre que c'est un groupuscule des Nigériens, et c'est grave lorsque des autorités qualifient des citoyens un groupuscule. Même un citoyen, s'il a des problèmes, c'est son droit de protester. C'est son droit de protester. Et qu'il devait ignorer nos préoccupations. Et ils ont fait semblant, ou du moins ils refusent de reconnaître la légitimité de nos revendications. Vous comprenez? Et là, puisque eux-mêmes, ils ont réagi cette fois-ci, nous pensons que nous commençons à atteindre nos objectifs. Nous pensons que cette action a porté, parce que ça a fait réagir le gouvernement. Si c'était un groupuscule de personnes, comme ils le disent, ils n'avaient pas besoin de sortir toute cette armada. Vous avez vu tout ce qui s'est passé autour des ronds-points, la gendarmerie, la police, la garde nationale, toutes ces forces-là sont sorties pour un groupuscule de personnes. Je pense que c'est contradictoire. Et ensuite, nous disons que elle a réussi parce qu'ils nous ont donné raison par rapport à l'atteinte des libertés de manifester. Oui, donc, M. Moussa, rappelez-nous très brièvement vos différentes revendications. Principalement, c'est justement ça, l'atteinte d'arrêter les atteintes aux libertés fondamentales telles que la liberté de manifester, la liberté d'expression, comme ils tentent de le faire. Et vous voyez bien, et c'est pour cela que nous avons demandé l'abrogation de la loi de 84 qui régit les associations, et pour la conformer aux dispositions de la Constitution, parce qu'il y a des dispositions dans cette loi qui ne sont pas conformes à la Constitution. Vous comprenez? Ensuite, nous avons dit la lutte contre la corruption, contre l'impunité, la dépolitisation de l'administration, l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, notamment dans le secteur éducatif qui est amputé des États aujourd'hui, de la santé, etc. etc. Tout ça est contenu dans notre plateforme citoyenne qui est déjà sur les réseaux sociaux. C'est donc le temps de revenir avec vous, donc la suite de cette édition, et justement c'est par rapport aux différentes revendications que vous venez de soulever. L'opposition, la nouvelle alliance, donc APR, Alliance pour la paix et la République, a aussi dans une déclaration de la création de cette alliance a évoqué un certain nombre de points de revendication qui vraisemblablement donc portent sur les mêmes points que les revendications des structures de la société civile nigérienne. Je vous propose d'ailleurs de suivre cet élément qui va suivre. Lors de la marche citoyenne du 21 décembre dernier, les organisateurs ont porté plusieurs greffes au régime en place. Des greffes qui se résument à la malgouvernance. Les mêmes inquiétudes ont été soulevées autrement par la nouvelle alliance APR, Alliance pour la paix et la République. Ces deux structures ont les mêmes dénominateurs communs, créer les conditions d'une bonne gouvernance au Niger. Même souci donc, mais exprimé en des termes différents. Comment les Nigériens peuvent-ils comprendre l'abandon pur et simple du secteur éducatif de leur pays? Comment peuvent-ils comprendre la flambée vertigineuse des prix des denrées de première nécessité voulue et entretenue par le sieur Issoufou à travers des mesures impopulaires, injustes et antisociales?
Comment peuvent-ils comprendre que la cherté de la vie et la pauvreté ambiante alors que le Niger, leur propre pays, est assis sur un océan de richesse? Comment comprendre la nomination d'un gouvernement de près de 42 membres sans compter la pléthore des ministres conseillers payés à ne rien faire alors que le pays est en sérieuse difficulté financière? Comment comprendre au moment où l'attitude démissionnaire du gouvernement contraint les jeunes à l'exode, le sieur Issoufou signe des accords anti-migratoires honteux, piétinant ainsi le droit d'aller et de venir consacré par la Constitution et le protocole additionnel de la CEDEAO garantissant la liberté de circuler des biens et des personnes. Pour l'APR, de ce cadre, une nouvelle page politique va s'ouvrir pour le Niger afin de déboucher sur 1. Une meilleure gouvernance économique et financière. 2. La lutte contre l'impunité sous toutes ses formes. 3. La fin de l'exclusion politique, économique et sociale. 4. Le respect des libertés individuelles et collectives telles que consacrées par la Constitution et les lois de la République. 5. L'indépendance de la justice. 6. La dépolitisation de l'administration. 7. Enfin, le respect strict de la Constitution, des lois et règlements de la République. Tout cela n'est possible que dans un climat politique et social apaisé, climat à l'instauration duquel l'APR invite l'ensemble de la classe politique à œuvrer dans l'intérêt supérieur du Niger. Ainsi, les organisateurs de la marche citoyenne du 21 décembre 2016 et l'APR qui soutient les actions du président de la République Issoufou Mahamadou sont donc unanimes. Il y a des problèmes auxquels il est impératif de trouver des solutions pour une quiétude sociale au Niger. Revenons sur ce plateau avec notre invité du jour, M. Moussa. Vous avez suivi cet élément dans lequel presque les mêmes revendications ont été soulevées par la nouvelle alliance. Et quel est votre commentaire par rapport à cet élément? Moi, je suis heureux que ça vienne du camp du pouvoir. Parce qu'au moins, ils ont été lucides et ils ont affronté, ils ont dit réellement qu'il y a ce problème. Et franchement, ce sont les mêmes revendications que la société civile. J'espère qu'ils n'ont pas été interpellés pour dire qu'ils sont de mèche avec nous. Et c'est pour cela que nous avons dit les problèmes que nous posons sont des problèmes d'ordre national. Ça concerne tous les citoyens. Et tout le monde doit ouvrir les yeux pour regarder la réalité en face. Il ne faut pas faire un déni. Ça ne sert à rien. Et je profite de l'occasion pour dire que à la marche du 4, nous invitons les membres du gouvernement à participer à la marche parce qu'ils ont marché aux côtés d'autres citoyens. Si réellement c'est un gouvernement du peuple, si c'est un gouvernement pour le peuple, alors ils doivent participer à notre marche pour ne pas faire un parti pris, parce que nous considérons, si ça se tient comme ça, nous considérerons désormais que c'est un gouvernement pour une partie du peuple et non pas pour le peuple. Et donc, quel sera l'itinéraire de la prochaine sortie? L'itinéraire, c'est là le même itinéraire qu'ils ont imposé, que nous avons suivi la fois dernière, la marche du 21, donc place Toumo, rond-point terrain musulman, escale au axe et au point de chute, place de la concertation. Donc nous invitons tout le monde parce que l'APR vient de nous emboîter les pas par rapport à ce problème et nous sommes très heureux d'apprendre ou de savoir qu'ils partagent les mêmes convictions en ce moment-là, les mêmes préoccupations que nous. Donc ça vous réconforte déjà? Ça nous réconforte, je l'ai dit, depuis la marche du gouvernement du 8 janvier, dernier, oui. Ils ne font que nous donner raison par rapport à tous les problèmes que nous sommes en train de poser. Ils ne font que nous donner raison. Donc, un autre point, M. Moussa, vous êtes en train de faire ce combat pendant qu'un de vos camarades est toujours gardé à la prison civile. Il s'agit du président du syndicat de commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, El Haïssani Shekaro. Et une pensée à ce monsieur? Oui, à travers votre micro, permettez-moi de lui assurer de notre indéfectible soutien.
Et vous savez, l'affaire est pendante devant la justice. Nous ne voulons pas faire de commentaires. Tout ce que nous allons dire, puisque son jugement est prévu le mardi le 17 prochain. Donc tout ce que nous allons dire, c'est de dire à tous nos camarades, tous ceux qui nous soutiennent, d'être au palais de justice le jour-là. Tout ce que nous pouvons dire. Nous invitons nos camarades à être là-bas pour lui apporter leur soutien. Merci Moussa. Et pour rappel, El Haïssani Chekaro est poursuivi pour attroupement non armé suivi IDF. Donc, M. Moussa, je vous remercie et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation de la marche citoyenne. Le comité donc, a déjà fixé une date pour la prochaine sortie. Ça va être le 4 février prochain. Merci Moussa et restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. Merci aussi. Une activité qui tourne de plus en plus au ralenti avec l'avènement des téléphones portables, c'est la gestion des cybercafés. Leur rôle était en effet prépondérant il y a quelques années seulement dans l'envoi des messages ou consultation des boîtes mail, entre autres. Une situation donc qui a interpellé notre reporter Michel Dedji. Donc voici son reportage. De plus en plus, peu de gens s'intéressent au cybercafé dont la fréquentation suscitait naguère un vif intérêt. Maintenant, avec l'événement des portables Internet, les gens ils se prennent plus sur les portables que de passer dans les cyber, faire leurs recherches ou quoi que ce soit. C'est comme si, dans le temps, les télécentres, pour appeler les gens, ils sont obligés d'aller dans les télécentres, passer leurs appels. C'est la même chose que les cybercafés maintenant. Maintenant, on vit grâce aux saisies et les impressions et les copies qui sont là. L'investissement, on le fait, mais tu vois, les cyber, ça tend à disparaître. Moi, par exemple, j'ai à peu près 10 ans dans ça. Et quand j'ai ouvert, ça va. Maintenant, plus on continue, plus on laisse même le cyber pour aller dans d'autres choses. Les factures, c'est difficile à payer. Pourquoi c'est difficile à payer? Parce que la connexion, si elle n'est pas fiable, dès que les clients commencent à naviguer, s'ils voient que ça rame, il laisse, il ne paye pas. Et vous payez une facture par forfaitaire. Et à la fin du mois, tu es obligé de payer. De l'avis de certains gérants, la fréquentation des cyber doit pourtant toujours être d'intérêt inestimable pour qui veut bien s'initier à l'outil informatique. Une fois on fait des formations, il y a des gens qui veulent s'initier à l'informatique, ils viennent, on les prend suite à ça. Pourquoi quand tu vas dans un cyber au Burkina, tu vas trouver beaucoup de jeunes, tu vas même faire des queues. Attendez, même un paysan qui n'a jamais été à l'école, de la manière qu'il utilise un portable, quel que soit le portable, il peut utiliser l'internet. Il suffit qu'il vient au cyber, on le guide et il va le faire. Pourquoi on a fait le cyber? C'est pour que la population, ou bien plus précisément les élèves et les étudiants, s'approprient de l'outil informatique. D'où maintenant un élève qui sort d'une école professionnelle, il voit dans l'administration, il ne sait même pas saisir une phrase. Il ne sait même pas saisir une phrase, ou il ne sait même pas utiliser un clavier. Alors quand il vient au cyber, c'est peut-être aussi une façon de se recycler. Nécessitant de grands investissements, ces cybercafés ont encore de nos jours leur utilité. C'est un reportage signé Assama Ousseidou et Chebou Guisso. La 4e édition de la journée du manuscrit francophone s'était tenue récemment à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le Niger a été honoré à travers notre compatriote Amina Ismaël Mahamadou Ganda. Son œuvre Destin tourmenté a été distinguée parmi tant d'autres. Dans son ouvrage, cette jeune étudiante de 19 ans a parlé des réalités socio-culturelles qui freinent parfois la scolarisation et l'épanouissement de la jeune fille au Niger. Elle appelle à un reverdissement de l'arbre social. On l'écoute. Je suis émue, fière d'avoir représenté mon pays dans un cadre international. Ce jeu a regroupé plusieurs pays, 35 pays pour être précise. Donc je suis vraiment fière
de revenir au pays avec un prix. L'avantage, c'est que c'est un prix international, donc je peux être lu à l'international. L'ouvrage s'est scindé en 3 parties et les 3 chapitres parlent de la condition de la femme, les maux auxquels font face les femmes au Niger. Les différentes parties parlent de 3 jeunes filles qui avaient vraiment un avenir radieux devant elles. Donc un petit coup du destin a chaviré leur destin, a bouleversé leur destin, d'où même le titre Destin tourmenté. C'était dû à quoi? Bon, il y a la première histoire, elle parle d'une fille qui a été victime de l'amour scolaire entre professeurs et élèves. Donc elle croyait à cet amour, mais finalement ça a eu une mauvaise tournure. Et la deuxième histoire, elle parle d'une jeune fille qui fait des brillantes études. Donc elle a été contrainte d'épouser un jeune homme qu'elle n'aimait pas du tout. Donc elle a voulu fuir son destin. Mais finalement, c'est cette fuite encore qui a fait d'elle une prostituée, on peut dire. Et c'est écrit dans le but d'apporter un changement, un reverdissement de l'arbre sociétal au Niger. Merci donc et félicitations à Amina Ismaël Mahamadou Ganda et du courage. Point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Au revoir, excellente nuit et bon début de semaine à tous.